Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette édition. À Conakry, un forum d'affaires Guinée-France a réuni opérateurs économiques et entrepreneurs autour des opportunités d'investissement initiées par la Chambre de commerce de Guinée et celle d'Aix-Marseille-Province. Cette rencontre vise à renforcer les partenariats, favoriser le transfert technologique. Conakry entre dans une nouvelle ère urbaine. Imaginez la ville autrement, construire et mieux durablement. 3 quartiers pilotes au cœur de l'innovation, une synergie d'acteurs pour repenser l'espace de vie. Sabotage à Kakimbo, l'eau sous pression, un site vital de la SEG attaqué en pleine activité, des câbles sélectionnés, un service fragilisé, les autorités mobilisées face à l'urgence. Bienvenue dans cette édition. La Guinée veut changer d'échelle économique. Au cœur de cette ambiance, un partenariat en pleine accélération avec le Royaume-Uni autour du programme Simandou 2040. Des échanges de haut niveau se sont tenus au ministère du Plan et de la Coopération internationale, puis à la primature, illustrant une volonté commune de renforcer cette coopération. Objectif, faire de ce partenariat un véritable levier de transformation capable d'attirer les investissements et de repositionner la Guinée sur l'échiquier économique international. Adjoint-chef Aboubakar Kamano. Après le forum d'affaires organisé la veille ayant réuni la délégation de UK Export Finance et des acteurs du secteur privé guinéen autour des opportunités d'investissement, la coopération entre la République de Guinée et le Royaume-Uni a franchi une nouvelle étape ce mardi 24 mars 2026. Sous la coordination du ministère du Plan et de la Coopération internationale, la mission d'affaires britannique a pris part à des échanges techniques approfondis avec le ministre Ismaël Nabé, centrés sur le programme structurant Simandou 2040. Présent lors de ces échanges, l'ambassadeur de Guinée au Royaume-Uni a souligné l'engagement actif de la représentation diplomatique guinéenne à Londres dans la promotion de la destination Guinée. Une démarche pleinement alignée sur la vision portée par son Excellence le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, à travers Simandou 2040. Le diplomate guinéen, aux côtés de son homologue britannique en Guinée, s'est félicité de la qualité et de la portée de ce partenariat en pleine consolidation. Je suis très heureux, et en compagnie de mon homologue britannique, l'ambassadeur Daniel, d'introduire cette délégation auprès du gouvernement guinéen et dans le cadre de la promotion de la diplomatie économique entre nos deux pays, en lien avec le programme de développement guinéen Simandou 2040. C'était un échange très fructueux. Nous avons ici la plus grande mission de commerce britannique en Guinée. Chaque année, il y a une mission de commerce, mais c'est la plus grande avec encore de 40 entreprises ici. La mission est ciblée sur le secteur minier, mais c'est un grand secteur en Guinée. Il y a les liens avec l'infrastructure, l'énergie, les services environnementaux. C'est très important et nous avons beaucoup d'expertise au Royaume-Uni pour travailler ensemble avec la Guinée. Fort des échanges engagés avec une quarantaine de capitaines d'industrie, membres de UK Export Finance, le ministre du Plan Ismaël Nabé a mis en avant des perspectives porteuses de coopération, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie et les mines, moteurs essentiels de la transformation économique du pays. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir les capitaines d'industrie, mais aussi les institutions financières britanniques au ministère du Plan de la Coopération internationale et du Développement. Et hier, c'était l'ouverture avec le secteur privé guinéen, la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture, le patronat. Toutes les corporations étaient représentées pour faire un partenariat stratégique entre les entreprises britanniques et les entreprises guinéennes. Aujourd'hui, c'était une visite de cadrage, une visite de courtoisie pour parler des grands enjeux, des grands projets, mais aussi du programme Simandou 2040. Hier, c'était une explication générale. Aujourd'hui, on a parlé des explications spécifiques. Ce partenariat qui a commencé à peu près il y a 5 ans
Donc la Grande-Bretagne a confiance en la Guinée, mais aussi à notre leader, son Excellence le président Mamadi Doumbouya, de sa rigueur, la gouvernance, ce qui a vraiment séduit les Britanniques, la gouvernance, la lutte contre la corruption, a séduit les Britanniques qui sont venus vraiment accompagner la Guinée. Dans la continuité de cette dynamique, la délégation britannique a été reçue par le Premier ministre Amadou Ouri Ba. Cette rencontre de haut niveau a permis au chef du gouvernement de présenter aux investisseurs les priorités nationales en matière d'investissement, tout en réaffirmant la volonté de la Guinée de créer un environnement propice aux affaires. Il faut saluer tous les partenaires qui se sont investis pour la conclusion heureuse du projet minier Simandou. Vous savez que pour nous, c'est un plafond de verre qui a été brisé avec cette voie de chemin de fer de 670 km et puis avec l'exploitation des mines de Simandou du côté de Beila et du côté de Kerouani. Donc ceci est un élément très important dans le processus de transformation économique de la Guinée. Je crois l'avoir dit l'année dernière, nous voulons une économie diversifiée, c'est-à-dire une économie qui va au-delà du secteur minier. Et nous tenons à avoir vraiment une économie fortement diversifiée, d'où la nécessité d'investir tous les pans de l'activité économique, que ce soit l'agriculture, le transport, l'énergie, etc., etc. Et je pense qu'en ce qui vous concerne, vous accompagnez la République de Guinée dans, disons, des investissements majeurs qui contribuent à nous permettre de mettre en place l'écosystème qui sert de base pour le développement du pays. À travers ces différentes séquences, la Guinée et le Royaume-Uni affichent une volonté commune de renforcer leur coopération économique. Une ambition qui s'inscrit pleinement dans la vision de Simandou 2040, connue comme un levier stratégique pour impulser une transformation structurelle durable de l'économie guinéenne. À Conakry, un forum d'affaires Guinée-France a réuni opérateurs économiques et entrepreneurs autour des opportunités d'investissement initiées par la Chambre de commerce de Guinée et celle d'Aix-Marseille province. Cette rencontre vise à renforcer les partenariats, favoriser le transfert de technologies et encourager les investissements en Guinée. Abdul Karim Kamara. Pour la modernisation et l'industrialisation de l'économie du pays ne faiblit point. Contexte dans lequel la Chambre de commerce poursuit son offensive de charme. Par cette volonté, une mission économique de certaines entreprises françaises est accueillie en Guinée pour la tenue d'un forum d'affaires. Des entreprises conduites par la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille, province et Africa Link. Dans les missions de la Chambre de commerce de Guinée, c'est d'abord la mise en relation, la promotion des investissements en Guinée et l'accompagnement du secteur privé. L'envol maintenant du projet de Simandou 2040 a englobé l'ensemble de toutes les visions de la Guinée et sur l'ensemble de tous les 5 piliers qui ont été identifiés pour développer la Guinée. Ces entreprises françaises, une quinzaine au total, opèrent dans des secteurs comme l'énergie, l'industrie, la logistique ou encore les infrastructures et BTP. L'objectif de ce forum d'affaires, créer des ponts pérennes entre les entrepreneurs guinéens, français et européens dans une logique de réciprocité et non de dépendance. Il y a des complémentarités qui existent, qui peuvent être bénéfiques pour les entrepreneurs guinéens, mais pas que, qui peuvent être aussi bénéfiques pour les entrepreneurs français et des autres pays africains. Et c'est comme ça qu'on va créer des nouvelles solutions pour répondre aux besoins existants aujourd'hui sur la Guinée. On a bien identifié les besoins, les atouts de la Guinée, la coopération. On parlait avec Monsieur le Président de la francophonie et je crois que c'est important que la France puisse se repositionner comme un partenaire essentiel dans les échanges économiques, notamment par la francophonie, notre histoire commune. Pour le ministère de l'Industrie, ce forum cadre avec la dynamique de restructuration et de montée en puissance de la Guinée, avec pour ambition opérer une transition décisive. Nous sommes aujourd'hui à un moment déterminant. Il ne s'agit plus uniquement de coopérer, il s'agit de produire ensemble, d'investir ensemble et de bâtir des chaînes de valeur intégrées.
Au ministère de l'Industrie et du Commerce, cette orientation se traduit à travers le programme de modernisation et de transformation Induscom qui s'articule autour de priorités stratégiques. La Guinée s'affirme aujourd'hui non seulement comme un marché, mais comme une plateforme de production et de croissance. Cette première journée est marquée par l'organisation des sessions de B2B entre opérateurs économiques guinéens et français, mais aussi la signature d'une convention de partenariat entre la Chambre de commerce de Guinée et celle d'Aix-Marseille province. Et puis moderniser l'administration à l'ère du numérique. À Conakry, la Guinée s'inspire de l'expérience rwandaise pour accélérer sa transformation. Une délégation venue de Kigali a été reçue ce matin par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget au Centre des échanges, digitalisation, efficacité administrative et renforcement de la coopération entre les deux pays. Plus de détails avec Mamadi Gassama. Les relations entre la Guinée et le Rwanda franchissent un nouveau cap. Désormais, la coopération s'élargit au partage de compétences, notamment dans la gestion administrative. Illustration avec cette rencontre entre la ministre de l'Économie, des Finances et du Budget et une délégation d'entrepreneurs rwandais. Cette visite est parmi de nombreuses visites qu'on a pu avoir jusque-là et c'est fait en fonction des agreements, si on peut dire, ou les MOU qu'on a signés entre le Rwanda et la Guinée, mais aussi de bonnes relations entre nos deux chefs de l'État. Donc c'est un suivi logique et nous essayons de venir et partager avec nos collègues guinéens les expériences que nous avons eues au Rwanda afin de voir comment on peut aussi évoluer tous ensemble et ainsi avancer notre agenda. Au centre des discussions, la digitalisation de l'administration publique, un chantier prioritaire pour la Guinée qui entend s'inspirer du modèle rwandais reconnu pour ses avancées dans le domaine. Comme vous le savez, le Rwanda s'est illustré particulièrement dans la région, même de par le monde, de par la modernisation de ses systèmes et par la digitalisation de son économie. Donc notre discussion a porté sur plusieurs choses. D'abord sur le partenariat existant dans le cadre de Télémou, la plateforme de passation de marché. Les partenaires rwandais ont aussi présenté d'autres applications logicielles, bonnes pratiques qui existent au Rwanda. Nous avons également partagé notre expérience ici localement et notamment discuter de comment avoir des systèmes intégrés, donc de gestion budgétaire, mais aussi intégrant la gestion du trésor et de toute la chaîne de dépenses donc du ministère de l'Économie et des Finances du budget. Les deux parties affichent leur volonté de poursuivre les échanges en vue de bâtir un partenariat structuré. Une collaboration qui pourrait s'étendre au-delà du département de l'économie à d'autres secteurs clés de l'administration publique. Crise au Moyen-Orient, la Guinée active son dispositif de veille. La cellule de crise du ministère des Affaires étrangères renforce sa mobilisation pour suivre la situation. Une réunion en visioconférence a été présidée ce matin par le chef de la diplomatie avec les missions diplomatiques guinéennes dans les pays concernés. Objectif, coordonner les actions et assurer la sécurité des ressortissants. Le point avec Marc Mendoza. La situation reste tendue au Moyen-Orient. Face à cette crise, le ministère des Affaires étrangères, à travers sa cellule de crise permanente, s'est réuni pour la deuxième fois. Les ambassadeurs de Guinée dans les pays concernés ont pris part à la réunion par visioconférence. L'objectif est de suivre l'évolution des événements en temps réel et coordonner les actions nécessaires sur le terrain. Dès les premières heures, la Guinée a exprimé sa compassion envers les victimes tout en réaffirmant son engagement à protéger ses ressortissants vivants dans les zones à risque. La cellule de crise suit de près nos compatriotes. Nos ambassades sont en contact serré avec tous nos compatriotes pour les mobiliser, pour avoir un point de ralliement, afin qu'ils soient mobilisés et aussi nous dire concrètement qu'est-ce que le gouvernement peut faire. Sur le plan diplomatique, aucune mission guinéenne n'a été touchée et aucun blessé n'est à déplorer parmi nos compatriotes. Toutefois,
Un nombre important de ressortissants guinéens vivant en Iran ont volontairement exprimé leur souhait de quitter le territoire. Les gens qui sont au niveau de l'Iran sont au nombre de 177 compatriotes mobilisés. Ils sont disposés à rallier la capitale. Donc le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour les ramener et aussi répondre à leurs attentes parce qu'il s'agit du volontariat. C'est eux qui ont fait un appel au gouvernement et le gouvernement est dans son rôle d'aller les chercher. Et actuellement, ils sont dans une des villes de l'Iran. Ils vont rallier la Turquie dans les jours à venir. Cette évacuation se fait en coordination avec les autorités iraniennes. Les opérations se poursuivent dans un climat de prudence, tandis que la cellule de crise continue de suivre de près la situation et promet de tenir la population informée de toute évolution. À Conakry, cap sur des villes plus durables, le ministère de l'Urbanisme, avec l'appui d'Enabel, lance un réseau d'apprentissage et retient 3 quartiers pilotes dans le cadre du projet Mon quartier durable. Plus de 100 acteurs ont pris part à cette initiative dédiée à la transformation des espaces urbains. Reportage Maïmouna Bella Diallo et Isiaga Kamara. Un diagnostic participatif mené avec le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire et 11 directions communales et préfectorales a identifié 10 quartiers à fort potentiel dans le Grand Conakry. La rencontre de ce mardi, organisée en collaboration avec Enabel, lance le réseau d'apprentissage collectif sur la planification urbaine durable. Nous avons 2 volets. Nous avons un volet de planification urbaine et nous avons un volet de amélioration, d'appui au système de gestion des déchets. Avoir des quartiers durables et aussi inclusifs où le cadre de vie de tout un chacun qui vit dans ces quartiers soit impacté de manière très positive, que ce soit au niveau assainissement, mais aussi sur la planification urbaine et tous les aménagements qui sont connexes à nos maisons, à nos quartiers. L'Union européenne reste pleinement engagée aux côtés des autorités guinéennes et de l'ensemble des partenaires pour accompagner cette transition durable. Nous croyons fermement que des villes mieux planifiées, mieux assainies et mieux gérées sont des villes plus résilientes, plus inclusives et plus prospères. 3 cas pilotes, Mon quartier durable, seront sélectionnés lors de cette rencontre. Les communes seront accompagnées pour concevoir des espaces publics inclusifs, gérer le foncier équitablement et élaborer des plans intégrant climat, environnement et genre. Conformément à la vision du chef de l'État, Son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, le schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry et des 33 villes vont connaître un plan d'aménagement qui fera l'objet de validation par le gouvernement guinéen. Comme pour dire, dans le quartier X, si on doit construire un duplex, on ne peut construire que le duplex, quel que soit votre niveau de nantissement. Le site qui est dédié pour les simples villas n'aura aucune autorisation de construire un immeuble. Avec Sanita 3, l'urbanisme devient un levier de développement durable et équitable dans le Grand Conakry. Les quartiers se transforment, les capacités des communes se renforcent et le climat et l'environnement sont désormais au cœur de la ville de demain. Comment relancer l'agriculture familiale? La deuxième phase du projet Agriculture familiale et résilience et marché est en préparation avec un accent sur les régions de Farana et Zérékoré. Le programme prévoit un appui à la riziculture et au maraîchage en ciblant notamment les initiatives portées par les jeunes et les femmes. La mobilisation des financements est engagée avec déjà 65 millions de dollars. N'est-ce pas, Fodé Camara? 121 millions de dollars. La première phase du projet Agriculture familiale, résilience et marché a été consacrée à l'aménagement hydro-agricole, au désenclavement, à l'appui financier, à l'accès au marché de collecte et à la structuration des producteurs. Pour consolider les acquis et aller de l'avant, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers viennent de lancer officiellement
les travaux de la mission de formulation de la deuxième phase du projet AgriFarm. Un projet dont la première phase a été globalement satisfaisante. Ces résultats illustrent non seulement l'efficacité des interventions, mais également la forte appropriation communautaire des pratiques agricoles, environnementales et nutritionnelles promues par le projet. Il constitue un socle sur lequel s'érigera la deuxième phase. Il importe de souligner que les filières riz et produits maraîchers, reconnus comme stratégiques au niveau national tant pour leur rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle que pour leur potentiel de création de richesses, ont d'ores et déjà été retenus comme priorité d'intervention de la seconde phase du projet AgriFarm. Ce rendez-vous a permis de passer à revue les activités déjà réalisées, avec en filigrane les insuffisances à corriger par la phase 2 du projet AgriFarm. Pour l'AgriFarm 2, ici on parle des deux filières principales. Cette direction a été donnée à nous par le ministère de l'Agriculture. Donc nous allons soutenir 70 000 ménages pour le riz et le maraîchage. Surtout, on va soutenir les femmes et les jeunes. Pour la phase 2, déjà 65 millions de dollars sont annoncés. La mobilisation des fonds se poursuit auprès des partenaires techniques et financiers pour couvrir les régions de Farana et Zérekoré. Ce projet va toucher également le secteur de l'élevage, notamment dans la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, en permettant de mettre à la disposition des éleveurs familiaux également des espaces qui puissent permettre de réaliser leur activité pastorale. Et nous tenons à ce que dans la formulation de cette seconde phase, que l'ensemble des aspects soient pris en compte, et c'est pourquoi toutes les parties prenantes sont réunies ici sous la coordination de Madame la ministre de l'Agriculture. La première phase du projet AgriFarm sera bouclée en septembre prochain. Elle a permis de toucher 78 000 exploitations agricoles familiales dans 15 préfectures des régions de Haute et Moyenne Guinée. Miser sur l'alimentation scolaire pour transformer le système éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Alpha Bakar Bari, a lancé ce matin l'atelier de validation de la politique nationale de l'alimentation scolaire, une stratégie qui vise à améliorer la fréquentation des élèves, renforcer leur maintien à l'école et créer de meilleures conditions d'apprentissage. Au-delà de l'aspect éducatif, cette politique entend également promouvoir le contenu local en favorisant l'utilisation des produits agricoles nationaux dans les cantines scolaires. Ce projet est soutenu par le Programme alimentaire mondial. Abdul Aziz Baldé, reportage. Améliorer la santé et la nutrition des élèves et promouvoir l'utilisation des produits locaux sont entre autres les objectifs que se fixent les cantines scolaires. Ce mardi, la politique de l'alimentation nationale est en phase d'une validation technique. Cette politique représente un cadre de référence structurant, porteur d'une vision claire et cohérente afin de garantir à chaque élève un accès équitable à une alimentation saine, suffisante et nutritive. Au-delà de sa dimension sociale, l'alimentation scolaire n'est pas une œuvre de charité, mais un investissement stratégique pour améliorer la fréquentation et la rétention des élèves à l'école, renforcer leur capacité d'apprentissage et contribuer au développement du capital humain de notre pays. D'où l'on peut considérer l'alimentation scolaire comme un intrant pédagogique. À travers la validation de la politique de l'alimentation scolaire, la Guinée démontre une fois sa volonté d'assurer l'accès à une éducation de qualité, équitable et inclusive à tous les enfants. Le ministre Alpha Bakar Bari entend aller très loin en organisant une journée de plaidoyer pour le financement de l'alimentation scolaire le mois d'avril. Pour moi, il est important que l'on convoque vos compétences, vos savoir-faire, et surtout que l'on apporte aujourd'hui autour de la table d'autres compétences que le secteur privé, la Chambre d'agriculture et les autres ministères. Je vous exhorte à aller plus loin, à sortir une stratégie, à sortir un plan sur 5 ans et surtout à être prêt pour qu'au mois d'avril, avec le PAM qui est notre partenaire de choix et d'autres partenaires, on puisse organiser une table ronde afin de financer cette stratégie établie sur 5 ans. Le PAM réitère son engagement total aux côtés du gouvernement de la République de Guinée pour que l'alimentation scolaire devienne un pilier du développement national.
un moteur de l'égalité de genre et un levier pour la transformation durable du système alimentaire. L'alimentation scolaire est un outil important pour améliorer la santé et le bien-être des élèves, mais elle renforce toutefois les liens entre l'école, la communauté et les familles. Et toujours dans l'actualité nationale, à Conakry, la communauté ESIS Afrique s'engage dans le renforcement des capacités des acteurs de la santé avec un accent particulier sur la valorisation des résultats de recherche mis en œuvre par ESIS Afrique avec le soutien financier de l'Organisation mondiale de la santé. Ce programme vise à rapprocher la recherche des réalités du terrain pour des politiques de santé plus efficaces et mieux adaptées. Au cœur de cette initiative, le projet Passeport Guinée. Kadiatou Suleimana Keita. Réunis à Conakry, experts, enseignants-chercheurs, professionnels de santé et étudiants renforcent leurs capacités pour mieux traduire les données scientifiques en messages accessibles et utiles à la prise de décision. Cette initiative répond à une recommandation du projet Passeport Guinée dont l'étude de base a révélé une faible valorisation des données scientifiques en Guinée et ailleurs. L'étude de base que nous avons récemment menée dans le cadre du projet Passeport Guinée, l'un des résultats a montré que peu d'enseignants-chercheurs utilisent les canaux de communication préférés par les décideurs, notamment les notes de politique, des canaux innovants tels que des infographies, des vidéos courtes, des podcasts. Cet atelier vise donc à combler ce fossé-là. Cet atelier vient à point nommé dans la mesure où parfois vous avez des décideurs en face, vous avez des résultats et vous avez du mal à partager ces éléments essentiels. Alors quoi de mieux qu'une formation pour permettre de pallier ce manque? Cet atelier porte sur les techniques de vulgarisation scientifique. Les participants sont également formés à adapter leur message aux différents publics. Comme nous sommes des anciens chercheurs, donc nous produisons des données et ces données-là, en matière par exemple sanitaire, nous devons expliquer à nos cibles, pouvoir prendre des décisions en matière sanitaire. Et je suis vraiment ravie de participer à cet atelier de renforcement de capacité de la communication des résultats scientifiques probants et nécessaires pour nous, chercheurs. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion d'un système de santé basé sur des preuves où la recherche et la communication travaillent main dans la main pour relever les défis sanitaires en Guinée et en Afrique. À Dubrika, les autorités locales et les acteurs du système de santé renforcent leur collaboration pour améliorer la prise en charge sanitaire dans la préfecture. Réunis à la commune urbaine, ils ont examiné les principaux défis auxquels sont confrontées les structures de santé tout en identifiant des pistes de solutions adaptées. Cette rencontre marque le lancement de la deuxième session du comité technique de santé, un cadre d'échange dédié au suivi et à l'amélioration des services de santé. Les images de Mamadou Salou Bangoura sont commentées par Mamadou Salouba. À Dubrika, l'amélioration du système de santé est une préoccupation pour l'administration locale et les professionnels de santé. Acteurs du secteur et autorités locales se retrouvent pour examiner la situation sanitaire de la préfecture. Au cœur des échanges, l'amélioration de la qualité des soins pour les populations. La rencontre marque le démarrage de la deuxième session du comité technique préfectoral de la santé. Quand une telle rencontre se fait, nous assistons, nous les écoutons et les recommandations, nous les portons au niveau du gouvernement parce que c'est notre population. Tous ceux qui vont dire nous prenons l'engagement d'être à côté pour la bonne santé, pour les accompagner aussi. Tour à tour, les intervenants dressent un état des lieux du système sanitaire local, fonctionnement des structures sanitaires, conditions de travail du personnel, insuffisance d'équipement dans les centres de santé et à l'hôpital préfectoral.
les défis sont clairement identifiés. Nous faisons le bilan de toutes nos activités que nous avons pu réaliser au compte du district sanitaire pour les 6 mois, identifier les goulots d'étranglement. Ceci nous permettra de prendre des décisions à travers un plan d'amélioration des problèmes que nous aurons identifiés, et avec des propositions de solutions et avec l'accompagnement des autorités administratives et locales de Djibrika. Nous parvenons quand même à réaliser des activités et à lever beaucoup de difficultés que nous rencontrons sur le terrain. À travers cette deuxième session, les autorités locales entendent impulser une nouvelle dynamique pour renforcer la performance du système de santé et garantir une meilleure prise en charge des populations à Djibrika. Les célébrations de la fête de Ramadan ont été marquées par plusieurs accidents de la circulation à travers le pays. Le bilan officiel fait état de 2 morts et de plusieurs blessés enregistrés dans 5 cas. Face à ce constat, la Direction générale de la police nationale présente ses condoléances aux familles touchées et salue l'engagement des agents mobilisés pour la sécurisation des festivités. Capitaine Rama Baldé, chargé de communication à la Direction générale de la police, s'exprime au micro du colonel Morikama. La Direction générale de la police nationale informe l'opinion nationale que les festivités marquant la fin du mois saint de Ramadan ont fait l'objet d'une mobilisation sécuritaire exceptionnelle sur l'ensemble du territoire national. Pour garantir la quiétude des citoyens et assurer des festivités de fin de Ramadan paisibles, sereines et sécurisées, la DGPN a déployé un important dispositif sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national, avant, pendant et après cette fête, appuyé par un parc logistique de plus de 300 engins roulants. Malgré la vigilance des agents, la DGPN déplore cependant 5 cas d'accidents de la circulation à Conakry et à l'intérieur du pays. Le bilan humain s'élève à 2 décès et plusieurs blessés. L'administrateur général de police, Djenaba Sori Kamara, grand officier de l'Ordre national de mérite, adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux malades. Il félicite l'ensemble des fonctionnaires de police pour leur professionnalisme et leur dévouement exemplaire durant cette période de forte affluence. Par ailleurs, le numéro vert 117 reste ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tout besoin de signalement, d'assistance ou besoin d'information. La Direction générale de la police nationale réaffirme son engagement constant à protéger les citoyens et leurs biens. Avant de poursuivre cette édition, nous vous donnons le contenu de ce communiqué émanant du Conseil national de la transition portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseils nationaux à une plénière le mercredi 25 mars 2026 à 15 heures précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la présentation du discours de politique générale du gouvernement par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Sont invités à prendre part à cette plénière les présidents des institutions républicaines, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, le conseiller du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République, les membres du gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, la ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre secrétaire général du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, l'administrateur général de l'ACGP, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le président du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales,
les représentants des organisations de la société civile, les représentants de la Confédération générale des entreprises de Guinée, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Signé le président du Conseil national de la transition, Dr Dansakoroma. Face au défi de l'incivisme, des citoyens choisissent la voie de la paix. Amdalaï 1, une mobilisation communautaire s'est organisée pour promouvoir le vivre ensemble et restaurer la quiétude sociale, portée par le micro-projet Lanifan, là où la paix est bonne. Une initiative a réuni habitants et jeunes autour d'une marche pacifique suivie d'une causerie citoyenne sur l'axe Amdalaï-Cimentéry. Mounir Bari nous signe ce reportage. Ils sont une dizaine de jeunes et adultes à battre le pavé dans le quartier Amdala 1, un quartier souvent confronté à des actes d'incivisme pendant les mouvements sociaux. Banderole à la main et message de paix scandé, cette marche symbolique vise à sensibiliser la population, surtout les jeunes, sur les dangers de la violence afin qu'ils aient une prise de conscience collective. Nous sommes sortis dans les familles où nous avons sensibilisé. Nous avons eu à tenir le dialogue social. Donc ça nous a permis de savoir vraiment les difficultés auxquelles la population ou bien les habitants d'Amdalaï faisaient face. Ce projet n'est pas seulement un projet communautaire. Il est un engagement fort pour l'avenir. Car partout où la paix vacille, ce sont d'abord les enfants et les femmes qui payent le prix lourd. Après la marche, place à cette causerie citoyenne et éducative, un moment d'échange et de sensibilisation autour des valeurs de la responsabilité. L'initiative est pilotée par Terre des Hommes en collaboration avec le consortium des ONG Mon Enfant, Ma Vie et l'Association pour l'intégration de l'enfant, accompagnée par l'Union européenne. Terre des Hommes a porté sa confiance au consortium MEMAV AIE pour conduire des activités de sensibilisation et d'information des communautés sur l'avantage de la citoyenneté, de vivre ensemble et la promotion de la paix. À travers ce micro-projet, les jeunes de ce quartier ont décidé de prôner la paix, ont décidé de s'unir, ont décidé de s'accepter. Je pense qu'on ne pourra que se réjouir par rapport à cette action. La journée est clôturée par un match de gala opposant les jeunes du quartier. Sur le terrain, l'esprit d'équipe et le fair play sont au rendez-vous dans une fraternité qui illustre le rôle du sport comme vecteur d'éducation de paix et de cohésion sociale. Une initiative qui rappelle que le civisme repose avant tout sur l'engagement de chacun et de tous. À Conakry, la SEG fait face à un nouvel acte de vandalisme sur son site de production de Kakimbo dans la commune de Ratoman. Des câbles électriques ont été sectionnés, perturbant l'approvisionnement en eau dans plusieurs quartiers. Le directeur général de la SEG et les autorités locales se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. Ali Badra Kondé, Mamadou Djoumaba, reportage. Le site de production d'eau de Kakimbo, un maillon essentiel dans la distribution d'eau potable dans la commune de Ratoma, a été la cible de vandalisme. L'acte s'est produit le vendredi dernier, jour de la fête de l'Aïd el-Filtre. Ces individus mal intentionnés ont sectionné plusieurs câbles électriques alimentant les pompes des forages. Conséquence immédiate, l'arrêt partiel de la production d'eau dans les localités comme Kipi, Taouia jusqu'à Kaloum. C'est un acte criminel. Parce que ce site a une capacité totale de production de 500 m3/h. Le dégât qui est commis, son impact sur la capacité installée, c'est de 340 m3. Donc aujourd'hui, à ce stade, le site de Kakimbo est en déficit de production de 340 m3 sur 500 m3. Imaginez, donc on est à plus de la moitié de la capacité totale aujourd'hui qui a un manque de production. On exprime tous les jours, matin, midi, soir, le retard d'investissement qui a eu lieu dans ce secteur. Au moment où l'État, le gouvernement de la République de Guinée, prend des dispositions pour mettre énormément de ressources dans la réhabilitation de l'existant, dans la mobilisation des financements, pour réaliser des projets structurants, afin d'atténuer cette corvée qu'il y a derrière la quête de l'eau.
Les autorités communales de Ratoma appellent à la responsabilité collective des citoyens pour préserver les infrastructures publiques essentielles à la vie quotidienne des populations. Mais quant à nous, en tant que collectivité, en tant qu'autorité à la base, nous considérons ça comme un sabotage. Ce sectionnement qui a été fait de ces câbles, on sent que c'est bel et bien orchestré. Quand vous regardez les prix faits, le temps qu'ils ont pris pour faire tout cela, c'est qu'il fallait quelqu'un qui connaît bien le milieu et qui connaît bien le secteur pour pouvoir agir de sorte. Et mais ce qui est marrant, c'est que dans cette forêt Kakimbo, on ne peut pas imaginer qu'il y a des hommes en tenue, il y a des chefs de service à la matière qui sont là et que nous vivons cet état de fait. À l'issue de ce constat, une enquête est déjà ouverte pour identifier les auteurs de ces actes. En attendant, la SEG promet un retour progressif à la normale dans les zones impactées. Le prix Liberté de Normandie fait son retour en Guinée, déjà connu du public à travers la distinction obtenue par le Club des jeunes filles leaders de Guinée. Ce prix international continue de valoriser l'engagement des jeunes en faveur des droits humains. Il est relancé en Guinée à l'initiative du ministère de la Jeunesse en collaboration avec l'ambassade de France. C'était en présence de plusieurs acteurs engagés pour la promotion des valeurs citoyennes. Yaya Sila. Cette initiative pédagogique et citoyenne est portée par la ville de Normandie en France en partenariat avec les autorités académiques et l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Ce prix invite les jeunes de 15 à 25 ans à désigner chaque année une personne ou une organisation qui mène le combat en faveur de la liberté. En 2023, la Guinée avait obtenu ce prix Liberté à travers Hadja Idrissa Ba du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Ce prix, il y avait des centaines de candidats en 2023, tout comme cette année. Et juste après, les 3 nominés, nous sommes venus en premier. Et c'était un grand honneur vraiment que la Guinée soit honorée pour une première à travers ce prix Liberté. C'est un peu comme, on le sait, c'est un peu le prix Nobel de la paix. À travers les initiatives comme le prix Liberté, nous souhaitons vous encourager à vous engager, à faire entendre vos voix et à devenir des ambassadeurs de la paix, du respect, des droits humains et du vivre ensemble. Notre ambition est claire, faire de la jeunesse guinéenne un pilier central du développement durable et un acteur incontournable de la consolidation de l'état de droit. Désormais, les jeunes Guinéens font partie de ces milliers de jeunes dans le monde qui votent pour désigner le lauréat du prix Liberté. 3 nominés sont en lice cette année. China Labour Watch, une ONG sino-américaine, Matula Wessa, un Afghan, et Nemote Nenkimo, une équatorienne. L'idée, c'est vraiment d'agrandir notre collectivité humaine en prenant dans chaque territoire une définition de la liberté. Et donc ici, ce prix-là, c'est la rencontre d'une énergie guinéenne et d'une énergie française au nom de la communauté humaine. Du 20 mars au 30 avril, le vote aura lieu partout dans le monde et le nom du lauréat sera connu à l'occasion du Forum mondial pour la paix à Cayenne, en Normandie, le 4 juin 2026. L'actualité, c'est aussi cette fierté nationale apportée sur la scène internationale à l'occasion de la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme. Une Guinéenne s'est illustrée par la noblesse de son engagement. Adja Mariama Sow a été élevée au rang des personnalités honorées par le Secrétariat général de religion pour la paix. Elle a reçu le prix d'honneur des actions multireligieuses pour son rôle en faveur du dialogue, de la paix et du vivre ensemble, une distinction qui dépasse le cadre individuel pour refléter les valeurs de toute une nation et qui d'ailleurs a été saluée par les autorités guinéennes. Mohamed Camara, notre envoyé spécial. En marge de la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme ici à New York, la République de Guinée est honorée à travers ce prix d'excellence décerné à notre compatriote Adja Mariama Sow. Cette distinction récompense l'engagement de cette brave dame pour ses prouesses
dans la promotion et l'épanouissement de la femme en faveur de la paix. Ce sont des sentiments de joie. Je peux vous dire que les mots me manquent. Aujourd'hui, je représente les femmes de foi, pas seulement les musulmanes, qui sont à plus de 90% musulmans, mais les femmes musulmanes et chrétiennes, nous sommes ensemble. Nous nous sommes donné la main depuis 2006 pour qu'ensemble, nous parlions de la même voix. Cette distinction honorifique internationale à l'égard de la femme guinéenne est perçue par le gouvernement à travers le ministère en charge de la femme comme étant un acte de gratitude aux efforts de Hadja Mariama Sow. Ce succès de la lauréate 2026, le secrétariat général de la religion et de la paix devrait être une source d'inspiration pour la nouvelle génération. C'est une très grande fierté pour nous que l'une de nos compatriotes soit récipiendaire du prix d'excellence des actions multireligieuses. Nous sommes honorés que ce prix revienne à la Guinée. Ça dénote de tout l'engagement du combat qui a été mené par Hadja et nous sommes vraiment fiers. Et c'était un honneur pour moi d'être à ses côtés, lui montrer que la Guinée est à ses côtés. Le président de la République, le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya a déjà dédié son mandat aux femmes. Donc c'est dans la même continuité qu'elle aussi elle dédie son prix au président et aux femmes. Hadja Mariama Sow, présidente des femmes musulmanes de la Guinée, a toujours œuvré au profit d'une cohabitation entre les religions et la participation de la Guinéenne au développement du pays. Revenons à Conakry où l'Association des écrivains de Guinée organise une formation en technique rédactionnelle à l'intention de jeunes passionnés de littérature. Pendant 2 jours, ces participants renforcent leurs compétences pour mieux structurer leur écrit et valoriser leurs talents. Une initiative soutenue par le ministère de la Culture avec l'appui de partenaires du secteur. Marwan Kamara. Ces jeunes sont venus des différentes communes de la capitale. Ils sont tous animés par la passion de l'écriture. Réunis autour des professionnels du livre, ces participants se perfectionnent en technique rédactionnelle sous l'égide de l'Association des écrivains de Guinée. La démarche vise à stimuler et à éveiller le goût de l'écriture, mais aussi outiller une nouvelle génération d'écrivains au niveau national. Maintenant qu'il y a l'engouement au niveau de la nouvelle génération, nous nous sommes dit que notre devoir est, de les qualifier, n'est-ce pas, dans l'écriture des différents genres littéraires. Amener les écrivains, surtout les jeunes écrivains, n'est-ce pas, à la maîtrise des techniques rédactionnelles. C'est une première quand même que l'Association des écrivains de Guinée ait pensé à cette question vitale pour donner à la culture, à la littérature toute sa dimension. Nous voulons mettre en place un dispositif jeune pour que la culture et l'interprétation de ces valeurs-là soit vraiment une réalité tangible. Pendant des jours, ces jeunes écrivains auront l'occasion de renforcer leurs compétences en technique rédactionnelle et de poser les bases d'une carrière florissante sur la scène littéraire. Dans une nouvelle, il y a 10 caractéristiques à respecter et il faudrait qu'on donne des informations, on les donne des enseignements sur l'ensemble des 10 caractéristiques parce que si vous ne respectez pas les caractéristiques de la nouvelle et que vous écrivez un texte, ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle. Venir participer à cette formation, ça va sûrement me renforcer davantage pour pouvoir écrire des nouvelles et aller au-delà, écrire même un roman. Ce lancement marque le début d'un processus d'accompagnement des jeunes écrivains en Guinée. Un début prometteur qui devrait contribuer à la qualification des jeunes talents dans le domaine de l'écriture en Guinée. Et pour finir, football local à l'honneur à Kindoumaya, dans la préfecture de Koya, la finale de la 10e édition du tournoi doté du trophée Jean-François Sagno s'est disputée le week-end dernier dans une ambiance festive. En finale, l'équipe du père Marcel Maomon en blanc était opposée à celle du père Alexandre Loa en rose. Au terme des matchs disputés, la décision s'est jouée au tir au but. Score final, 4 tirs réussis contre 3 en faveur de l'équipe du père Marcel Maomo qui remporte ainsi le trophée. Mokhtar Touré. Organisé par les séminaristes du grand séminaire Benoît XVI du Kindoumaya,
Cette 10e édition a regroupé 4 équipes issues de la maison de formation des prêtres. Les équipes qui avaient ouvert ce tournoi sont les mêmes qui se retrouvent aujourd'hui en finale. Comme un symbole fort, elles bouclent ensemble ce parcours, passant de l'ouverture à la clôture. Pendant un mois de compétition, ces équipes ont rivalisé d'ardeur dans l'éthique sportive. La finale a mis aux prises l'équipe du père Alexandre Loa en rose face à celle du père Marcel Mahoumou. À l'issue du temps réglementaire, les deux formations se sont quittées sur la marque de 1 but partout. Il a fallu les épreuves fatidiques pour départager les deux formations. Ainsi, l'équipe du père Marcel Mahoumou s'adjuge le trophée de la 10e édition en battant celle du père Alexandre Loa. Suite au tir au but qui s'est soldé 4 tirs réussis contre 3. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux parce que dès le début déjà, j'avais dit à mes hommes que ce que nous avons commencé, nous devons aller jusqu'au bout. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons tenu jusqu'à la fin. Satisfaite de cette retrouvaille, ici à Kendoumaya, autorités locales et invités apprécient l'idée de cette compétition. Nous avons beaucoup de résilience dans la maison, une envie de se battre, une envie de se dépasser. Et on ne peut pas devenir prêtre sans cette volonté de se dépasser, de dépasser tout ce qui est naturel chez l'homme. Je suis très impressionnée, je suis très bluffée de voir que des séminaristes, les séminaristes, ceux qui sont à l'école pour être des prêtres, sont en train de jouer en ce moment. Les séminaires sont très éloignés de la ville pour permettre à ces jeunes qui apprennent à être des prêtres à se concentrer, à éviter la vie du monde des humains, pour se concentrer un peu sur la vie divine. Et donc parfois ils ont envie de voir des gens. Cette compétition dotée du trophée Jean-François Sagnon a été ponctuée par la remise des satisfecits, des enveloppes aux équipes participantes du tournoi, aux arbitres et aux joueurs qui se sont distingués durant l'édition. Sortez de votre environnement de temps en temps, comme le fait le président de la République, Mamadi Doumbouya. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. À travers l'actualité, une conviction demeure. Notre pays avance grâce à l'engagement collectif de ses citoyens. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, continue de tracer son chemin avec espoir et ambition. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée sur les antennes de la télévision nationale. Et à demain, si Dieu le veut bien.